à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième journée en direct de Roanne. On est en plein cœur du Congrès des villes de France 2026. Ce studio va accueillir encore de nombreuses personnalités, des élus, des experts, des acteurs du terrain qui vont nous faire vivre la richesse et les débats de tout ce qui traverse cet événement. Premier invité avec moi, déjà installé dans notre studio de parole d'élus, Pierre-Antoine Trouba. Bonjour Pierre-Antoine. Vous êtes le délégué général de l'association Adira. Alors Adira rassemble les professionnels du numérique de la région Auvergne-Rhône-Alpes et je veux absolument préciser quelque chose d'important. C'est une association historique puisque vous êtes né il y a 57 ans. Exact. 57 ans dans le numérique, ça semble vraiment la préhistoire. J'imagine qu'en termes de profil des membres, ça a dû énormément évoluer. Heureusement, oui. Heureusement, oui. Effectivement, l'association, elle est née en 1969, à l'ère où le numérique était encore tout juste en train d'arriver en France. Et aujourd'hui, nous voilà encore présents, encore plus forts et dynamiques. Voilà. Qu'est-ce qui a changé dans l'association en termes d'objectifs ? Bon, j'imagine que vous suivez l'évolution des technologies, c'est un peu ça qui donne le là de vos thématiques. Ce que vous avez vu comme bascule, est-ce que vous diriez que c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle générative, par exemple ? Est-ce qu'il y a comme ça des grands mouvements qui changent un peu le focus de l'association ? Alors, qui change le focus, pas forcément, parce qu'en fait, depuis des décennies et depuis l'émergence de l'informatique et des nouvelles technologies, il est toujours d'intérêt pour toutes les entreprises, les acteurs du territoire, etc., de se tenir en veille, d'explorer, de partager. Donc je dirais ça c'est un fil conducteur permanent. En revanche, il y a effectivement des accélérateurs et il y a le sentiment, je pense, sur des sujets type cybersécurité, intelligence artificielle, et puis il y en aura forcément beaucoup d'autres par la suite, où là il est juste extrêmement important qu'ils soient au fait, qu'ils échangent encore davantage. Donc je dirais que ça confère plutôt une plus forte dynamique voilà, dans les échanges, les partages et l'envie voilà, d'être au fait de tout. Voilà. Oui, bon, de toute façon, quand on travaille dans le numérique, dans l'informatique, dans la technologie, on est tout le temps comme ça en éveil et en accueil de ce qui arrive. Vous avez publié récemment un benchmark des directions informatiques de la région. Ça permet d'avoir un aperçu justement des tendances, notamment sur l'IA, l'agentique dans les entreprises. Vous en tirez quel résultat, quel enseignement ? Oui, alors effectivement, ça c'est un travail qui est très important, justement de pouvoir comparer en fonction de la taille des structures, des domaines d'activité, les niveaux de maturité, de priorité, de budget, etc. entre les directions informatiques. Ce que l'on observe, notamment en termes de maturité, c'est qu'il y a eu un gain très très fort et très récent, en fait, ces derniers mois sur l'intelligence artificielle. Si vous voulez, quand on se compare à d'autres pays européens, malheureusement, la France n'est pas toujours au top du top de la maturité digitale. Or là, on s'aperçoit que notamment sur l'intelligence artificielle, aujourd'hui, il y a plus de 75% des répondants de notre benchmark qui sont aujourd'hui en phase non plus exploratoire, mais vraiment en phase de test d'intégration de solutions, de LLM ou d'agentique. Et donc ça, c'est un vrai game changer. Y compris d'agentique, c'est-à-dire y compris de laisser certains processus se réaliser automatiquement avec des IA agentiques. Voilà, alors l'agentique est arrivé un petit peu plus tard, beaucoup plus récemment. Aujourd'hui, on est, je dirais, à l'ère de l'agentique, comme on était à l'ère des LLM il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. D'accord. Grosso modo. Donc ça gagne du terrain. Aujourd'hui, on est sur l'agentique plutôt dans une phase exploratoire de veille, à préparer et à anticiper quels vont être les cas d'usage qu'on va pouvoir mettre en pratique. Mais clairement, moi ce que je note, et ce qui a été la surprise de notre livrable, c'est que les LLM en tout cas, et leur intégration dans le paysage des entreprises a vraiment progressé et à une vitesse beaucoup plus rapide qu'on aurait pu l'imaginer. Vous allez me répondre la même chose sur le sujet de la cybersécurité en termes de maturité. On a gagné en maturité ? Oui, alors ça pour le coup, ça fait déjà quelques années. Je dirais, nous, ça fait à peu près 5-6 ans qu'on observe qu'il y a eu un gros regain de maturité en matière de cybersécurité. Dans le benchmark, justement, on a même pu voir une évolution sur les budgets qui sont associés, sur les pratiques qui sont nécessaires à se sécuriser. Donc, je dirais qu'il y a eu un gros effort de fait. Malheureusement, en revanche, si on se compare pareil à d'autres indicateurs et d'autres tendances internationales, on est encore un tout petit peu en deçà. Il faut encore davantage investir, il faut encore davantage voilà, se développer sur ces sujets-là, surtout dans une région comme la nôtre qui est très industrielle, où les menaces sont un petit peu différentes. Alors c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que vous pouvez parler de maturité sur la cybersécurité, y compris dans le monde industriel ?
Ben voilà, c'est là où c'est aujourd'hui plus compliqué. Pour X raisons, évidemment, les rôles ne sont pas les mêmes. Les organisations, si vous voulez sécuriser une banque ou une assurance, je dirais pas que c'est facile, mais l'industrie ou l'outil industriel de la banque ou d'un assureur, c'est l'informatique. Donc on sait le sécuriser. Pour ce qui est de l'industrie, si vous voulez, on a notamment des parcs industriels qui parfois ont des décennies. Il faut pouvoir, et on a au fur et à mesure du temps, on les a équipés, on les a connectés, on a mis des systèmes informatiques dans des systèmes opérationnels dits OT. OT, oui. Et maintenant, il faut sécuriser tout ce monde-là. Et voilà, donc là, on a vraiment à investir et à mieux gouverner, on va dire, cette cybersécurité pour ce domaine d'activité. Investir dans un contexte économique qui n'est pas très favorable non plus, il faut le dire. Exactement. Ouais. Et pour autant, vous les voyez progresser, ces budgets? Voilà, alors les budgets cyber progressent, toujours de manière encore un tout petit peu inférieure à nos voisins malheureusement, mais globalement ils progressent. C'est plutôt un bon vecteur et un bon signal, mais effectivement il faut encore investir davantage en hommes, en femmes, bien évidemment, et aussi budgétairement parlant, c'est juste extrêmement important. D'autant, je soulignerai juste un point, c'est que la cybersécurité industrielle, elle a aussi un impact potentiellement sur l'environnement. Si vous voulez, s'il y a des cyberattaques et que l'on vient atteindre l'outil industriel, on peut aussi avoir des attaques physiques dans le monde physique, et ça peut être potentiellement un vecteur de dangerosité, et ça peut impacter la sécurité des citoyens sur un territoire. Donc c'est vraiment extrêmement important. Oui, dans le domaine industriel, vous avez raison de le rappeler, c'est vraiment de la sécurité physique aussi qui est en jeu. Sur le thème de la souveraineté, puisqu'on en parle beaucoup, y compris ici au Congrès des villes de France, est-ce que ça fait partie des sujets qui sont pris en compte réellement aujourd'hui par les professionnels, par les décideurs qui achètent en fait les solutions informatiques? Alors, jusqu'à maintenant, ça ne l'a pas été. Pendant des décennies, ça ne l'a pas été. Et je dirais que l'intérêt était plutôt pour les entreprises de se doter des meilleurs outils disponibles sur le marché. Donc ce n'était pas un objet de considération. Maintenant, on parle effectivement beaucoup de souveraineté. Alors, juste à rappeler, c'est que la souveraineté, théoriquement, c'est une compétence qui appartient à l'État, pas forcément aux entreprises. Ce que les entreprises cherchent à faire, et là où aujourd'hui elles ont des points de vigilance très importants, c'est avoir conscience de leur niveau de dépendance vis-à-vis des acteurs qui seraient dépendants de lois extraterritoriales, pas forcément européennes ou françaises. Donc elles cherchent à peut-être aujourd'hui, en tout cas, mieux comprendre quels sont leurs niveaux de dépendance et surtout mieux les maîtriser. Donc commencer de regarder aujourd'hui quelles sont les briques technologiques dont elles vont pouvoir se doter et qui peuvent être proposées, espérons-le, par des acteurs français ou européens. Donc pour l'instant, on est à la phase où on commence à regarder. On n'est pas encore à la phase où on bascule. Pas du tout. Pas du tout. Très bien. Merci beaucoup Pierre-Antoine d'avoir ouvert cette séquence et ce grand direct avec nous sur Parole d'élus.